Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 31e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors on est début février et je voulais, avant d'entamer la présentation de mon invité du jour, vous faire un petit bilan du mois de janvier, le premier mois de cette année 2021, qui sur un plan kilométrique concernant la course à pied n'est pas un gros mois, dans le sens où j'ai effectué seulement 150 km de course à pied, ce qui est moins que les mois précédents, mais la qualité et la nature des séances m'a permis de retrouver un petit peu de vitesse. En parallèle, donc des séances en endurance fondamentale ont été effectuées pour me permettre d'asseoir une base assez importante d'endurance pour les mois et les semaines à venir. J'ai réalisé également des séances en vélo, environ 100 km, pour parfois me rendre sur la séance de course à pied, justement, mêlant vélo et run par la suite, et puis du gainage, du renfort, malgré une petite alerte en début de mois où j'ai dû passer chez l'ostéo pour une hanche qui basculait vers l'avant et qui me bloquait dans certains mouvements. L'amplitude n'était pas totale, notamment sur les séances de vitesse. Donc, continuons à courir, le mois de février est entamé, j'espère que vous êtes satisfait également de ce premier mois écoulé. Février, on va poursuivre ce travail entamé avec David, le coach, pour peut-être accrocher prochainement un dossard, qui sait. La visibilité, elle reste toujours limitée et la motivation en dents de scie. Alors un petit clin d'œil à Sarah et Bruno pour vous encourager à reprendre les chaussures, les baskets, même si on n'a pas de séance de groupe, pas de séance de club, il faut continuer à garder le moral et à aller de l'avant. Une fois qu'on a mis les chaussures, on a fait le plus dur, donc allez-y, sortez, courez, vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. Alors passons maintenant à la présentation de mon invité du jour. Je reçois Marie, une globe-trotteuse qui, depuis décembre 2019, s'est lancé le défi de traverser 4 continents pour parcourir au total, tenez-vous bien, 26 232 km. À raison d'un marathon par jour, ce qui au total lui fera parcourir près de 650 marathons. Elle réalise donc cette aventure en solo, en autonomie totale, après avoir complètement lâché ses attaches professionnelles et familiales. Seules 6 personnes aujourd'hui ont été en mesure de boucler ce défi complètement fou, dont un Français, Serge Girard, en 2017. J'ai découvert le défi de Marie lors de son passage en région centre. Son tracé lui faisait faire une halte à Orléans et à cette occasion, le quotidien régional La République du Centre avait réalisé un petit article. À la suite de ça, j'ai essayé de la contacter et elle a répondu favorablement à l'invitation du podcast. Dans cet épisode, elle nous livre déjà son parcours de vie, qu'est-ce qui l'a conduit à réaliser ce type d'aventure, en nous expliquant quel est son quotidien, quelles ont été ses rencontres, ses coups de cœur, mais également ses difficultés liées à la pandémie de Covid-19. En mars 2020, avec la fermeture de nombreuses frontières, Marie a dû stopper involontairement son défi, ce qui n'a pas entamé son dynamisme, sa joie de vivre et ce chemin de vie qu'elle est en train d'écrire. Petit à petit, elle nous expliquera comment elle en est arrivée à courir aussi longtemps. Quelle a été sa préparation? Aujourd'hui, elle n'a pas connu la blessure, elle a déjà parcouru plus de 10 000 km, donc je vous laisse en compagnie de Marie pour un épisode autour du monde. Alors, il dure un petit peu moins longtemps que le tour du monde, mais je vous souhaite en tout cas une très belle écoute. Bonjour Marie, merci d'être l'invitée aujourd'hui du podcast. On va voyager avec toi aujourd'hui, mais avant cela, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton parcours professionnel, et puis on abordera ensuite le parcours un petit peu sportif, parce que là, on va taper dans du lourd au niveau de l'activité pédestre. Merci. Oui, alors je m'appelle Marie Léoté, mon surnom c'est l'outil. Donc c'est pour ça que je suis partie un peu avec ce sobriquet, qui me permet de me dépasser, j'imagine. J'ai 42 ans. Je suis partie il y a un peu plus d'un an. Je suis partie le 6 décembre 2019. Je m'étais lancée dans un tour du monde en courant. Je m'étais dit que j'allais courir un marathon par jour et que au bout de 2 ans à peu près, j'aurais fait le tour de la planète en traversant les continents d'océan à océan. Voilà, c'est le projet dans lequel je suis depuis plus d'un an. Alors professionnellement,
Qu'est-ce que tu faisais avant de prendre la route pour ce tour du monde? Professionnellement, j'étais ce qu'on appelle CFO. CFO, c'est-à-dire c'est une sorte de directrice financier un petit peu. Ça faisait plusieurs années que je faisais ça, mais j'ai tout lâché pour ce tour du monde. Naturellement, j'habitais à l'époque, avant de partir, j'habitais en Asie du Sud-Est, dans un pays où quand on lâche son travail, on lâche aussi son permis de résider et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment le grand saut dans le vide pour moi. Alors, tu as déjà une expérience en termes de voyage, de parcours, puisque ton activité professionnelle t'a conduit déjà sur différents continents. Asie du Sud-Est, mais tu as vécu dans d'autres pays. Voilà, pas énormément de continents, mais beaucoup de pays. Oui, je suis partie de France quand j'avais 20 ans. En fait, j'ai terminé mes études à l'étranger et puis je suis jamais repassé par la France vraiment. Donc j'ai continué. Donc au début, je me suis installé en Écosse et puis il y a eu l'Angleterre, il y a eu l'Allemagne, il y a eu la Suisse, il y a eu la Grèce. Et puis les 7 dernières années, il y a eu aussi Singapour en Asie du Sud-Est. C'était ma manière à moi de voir le monde en fait, finalement, de bouger comme ça professionnellement et dans ma vie. Et puis ben là, il y a un an, j'ai décidé d'aller voir le monde autrement. Alors, est-ce que cette pratique de la course à pied, elle est venue seulement il y a un an ou est-ce que tu avais déjà une expérience de la course? Comment tu en es venu à pratiquer le running? Alors, il y a eu, quand j'avais 25, 26 ans, en fait, il y a eu un faisceau de circonstances assez extraordinaires. Avec le recul, je vois que c'est assez amusant, c'est un petit peu ironique aussi. J'avais été posté en Grèce avec mon travail et j'habitais donc près d'Athènes. Et je travaillais sur l'avenue de Marathon, qui se situe juste entre Athènes et Marathon. J'étais pas du tout course à pied à l'époque. Hein. Je fumais un paquet de cigarettes par jour. J'avais un peu lâché le sport que j'avais pratiqué intensément quand j'étais plus jeune. Et puis donc ce travail sur l'avenue de Marathon, je faisais beaucoup d'activités dans la baie de Marathon, qui était pas très loin de la petite ville de Marathon. J'ai vu passer en 2004 le marathon olympique sous les fenêtres de mon bureau. Ça faisait beaucoup de marathons, je trouve, dans l'espace de temps très réduit où j'ai travaillé en Grèce. Et puis donc je me suis lancée dans un marathon. Donc j'ai effectivement lâché le paquet de cigarettes. Et puis 4 semaines avant le marathon, je me suis inscrite. Donc c'était un peu je Un me peu rendais pas fou? compte à l'époque oui, mais je me rendais pas compte de ce que je faisais. En fait, en Grèce, il y avait pas beaucoup de littérature sur le marathon. Le sport était très très confidentiel encore à l'époque en Grèce, 2003, 2004, 2004. Et donc, je me suis lancé dans ce premier marathon sans vraiment savoir à quoi m'attendre et ça s'est super bien passé. J'avais un peu on appelle ça blissful ignorance en anglais. Ça veut dire que c'est un peu tout se passe très bien parce qu'on sait, parce qu'on sait pas en fait. Et puis à partir de là, c'est parti. En fait, j'ai tout de suite accroché à la course à pied. C'était un sport qui me correspondait tout à fait en termes d'endurance, en termes de dépenses d'énergie. C'était quelque chose qui me canalisait bien. Donc, par rapport à ton métier, peut-être, ça t'offrait justement une liberté d'aller te dépenser après des journées peut-être au bureau qui étaient un petit peu harassantes. Ça a ajouté beaucoup, on va dire, parce qu'après, à cette époque-là, je me suis lancé dans un boulot où j'étais en mode ce qu'on appelle 100% voyage, 100% travel. J'étais dans une équipe d'audit et on voyageait à travers une vingtaine de pays et à chaque fois, on se posait dans un pays pour 2, 3 mois. Et en fait, d'avoir la course à pied comme hobby, ça me permettait tous les matins avant le boulot de traverser les villes de part en part en courant avant même qu'elles se réveillent. Sur le mode il est 5 heures Paris s'éveille, mais c'est vrai qu'on voit les villes autrement quand les villes sont encore un petit peu endormies le matin. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Et en fait, d'avoir le running en compagnie de ce métier un peu extravagant de voyage un peu partout, c'était super. Et c'était surtout une très belle façon de voir le monde, encore une fois. Quelles seraient finalement les plus belles villes que tu as pu parcourir en courant? Alors, avant le projet Tour du Monde, là. Ah, mais j'ai eu en fait, je sais pas si je peux dire plus belles parce que moi, je les trouve toutes belles. Finalement, c'est les villes, c'est des lieux de vie, c'est des lieux il y a des communautés, qui se brassent, je les trouve toutes formidables. Par contre, c'est vrai que j'ai eu des grosses surprises. C'est vrai que quand j'ai été posté à Lagos, au Nigeria, ça m'a énormément surpris. Personne sortait sans garde du corps à l'époque. C'est vrai que c'était une ville qui était un peu dangereuse, disons pour des expatriés surtout. Et moi, je me suis lancé. J'allais en courant, une petite blanche avec juste un short, un t-shirt, une paire de baskets. Et je courais comme ça, sans rien, sans aucune protection. Et en fait, ça surprenait tout le monde. Et en fait, j'étais incroyablement
accueilli. Enfin, c'était fou la réaction des gens sur mon passage. Donc ça a été une belle surprise. Et puis des belles surprises, il y en a eu beaucoup aussi dans des pays que je connaissais beaucoup moins. Par exemple, en Russie, j'ai eu des surprises extraordinaires de courir en Sibérie, une petite ville qui s'appelait Omsk, je me rappelle. J'avais fait un demi-marathon là-bas. Un truc de fou. Il n'y avait pas une personne qui parlait un mot d'anglais. Et c'était juste incroyable. Donc oui, non, des belles surprises en courant, il y en a tout le temps en fait. Donc, tu as basculé de rien du tout en course à pied à directement un marathon. Alors, tu vois, moi, j'ai jamais fait de marathon. Je me suis arrêté au semi-marathon. Et comment tu en es venu là et comment tu as finalement aimé petit à petit cette pratique du marathon? Parce que de courir pour soi, ok, mais là, de basculer directement sur un marathon, comment tu as pris du plaisir par la suite? Alors en fait, ça s'est passé, donc j'avais raconté le faisceau de circonstances avec Autour du monde marathon, c'est vrai. Et dans cette petite baie de marathon où j'étais à l'époque où je fumais encore quelques clopes par jour, j'avais un peu ralenti la consommation, mais il en restait. J'apprenais à faire de la planche à voile. Je faisais un peu de tout. Je faisais un peu de planche à voile quand il n'y avait pas de vent. Je faisais un peu de kayak. S'il y avait pas trop rien, si la mer était pas trop bonne, j'allais faire un tour de vélo. Enfin, je faisais un peu de tout. Et un jour, ces gens qui étaient là, le propriétaire d'ailleurs du beach resort où j'allais, en gros, il me taquine, il me dit écoute, Frenchie, t'es rigolote, hein, tu fais un peu de tout, mais tu fais vraiment rien sérieusement, en fait. Il avait dit ça pour me taquiner, bien sûr. Et moi, j'ai pris la mouche, mais directement. Et ça, c'était exactement 4 ou 5 semaines avant le fameux marathon d'Athènes que j'ai couru. Et en fait, je suis rentré chez moi le soir un petit peu piqué au vif en me disant comment ça, je fais rien sérieusement, mais bien sûr que je peux. Et j'ai cherché sur Internet, je me cherchais un challenge, je cherchais en fait à lui démontrer que absolument, j'étais tout à fait capable de faire un truc sérieusement. C'est juste que j'aimais la variété, mais ça voulait pas dire que je pouvais pas me lancer à fond dans un truc. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait ce fameux marathon d'Athènes dans 4 semaines, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être une compétition de nage ou de n'importe quoi. Je cherchais un truc. J'ai trouvé ça et je suis revenu le lendemain et je lui dis, écoute, voilà, on va voir si je sais rien faire sérieusement. Dans 4 semaines, il y a le marathon d'Athènes. Il faut savoir que jusque-là, la plus grande distance que j'avais courue, c'était 5 kilomètres dans la petite forêt près de la baie de Marathon. Il y avait un petit tour de 5 kilomètres que je faisais de temps en temps, mais jamais plus de 2 ou 3 fois par semaine. Et il m'a dit très simplement, très calmement, alors qu'il ne connaissait rien du tout, il m'a dit, écoute, un marathon, c'est quoi? C'est à peu près 40 kilomètres. Donc, si tu fais à peu près 4 fois par semaine 11 kilomètres, ça fait plus que la distance du marathon, donc ça doit être bon. Donc moi, j'ai suivi son plan à la lettre, comme si c'était la Bible. Donc je me suis sorti 4 fois par semaine. J'avais trouvé un tour qui faisait exactement 11 kilomètres. Cette distance-là, je l'ai fait religieusement 4 fois par semaine. Et donc je suis arrivé sur la ligne de départ du marathon très confiante. J'avais suivi la Bible de la Bible, j'avais suivi le plan d'entraînement comme il fallait, donc il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Et je pense que c'est l'état d'esprit. Quand on est convaincu soi-même, mais vraiment, c'est-à-dire on n'essaye pas de se convaincre, on l'est vraiment, on a vraiment fait ce qu'il fallait, eh ben il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et donc j'avais découpé mon parcours. On était là, bon là c'est le premier 11 kilomètres, après le deuxième, après le troisième, puis le quatrième il sera plus court. Bonus. Et je l'ai découpé comme ça et tout s'est passé normalement, super bien. sans difficulté. Voilà, je l'ai bouclé en 3h45. C'était mon premier marathon, qui était en plus un marathon en côte. Mais j'ai pas vu la difficulté parce qu'on m'avait pas dit qu'il y avait une difficulté en fait. Et on m'avait pas parlé du mur, on m'avait pas parlé du mur des 30 kilomètres, on m'avait pas parlé de crampes, de trucs. Donc ça s'est passé super bien. Et donc 2019, alors là, on lâche tout et direction non plus un marathon, mais plus de 20 000 kilomètres au programme. Comment c'est venu? Comment tu as décidé de tout lâcher alors? Peut-être le travail, une envie de voir autre chose? Non, c'est-à-dire que ça faisait plus de. Donc, c'est en 2016 que l'idée est venue, parce qu'il a fallu, entre le moment où l'idée est venue et le moment où je suis parti, il y a quand même eu ce qu'on appelle un petit peu de préparation. Un peu plus que pour le marathon, donc. C'était exactement ça. Là, j'ai quand même voulu assurer mes arrières, j'ai quand même voulu, parce que j'allais vraiment faire un énorme saut dans le vide, donc je voulais être sûr que je savais un peu où je mettais les pieds, même si on ne sait vraiment pas très bien dans le genre de voyage. Donc, en fait, vers 2016, je me suis dit, bon, ça fait presque 20 ans maintenant que j'essaye de voir le monde d'une certaine façon, qui est de se dire, je vais dans un pays, je m'installe, je connais ni la langue, ni la culture, ni les codes, j'ai pas de travail, je trouve un boulot et je déroule tout. Et j'essaye de me familiariser avec cet endroit, avec les gens, avec les cultures, etc. Et ça faisait 20 ans que je le faisais de cette manière, et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même lent. Il me faudrait des dizaines et des dizaines de vies pour faire vraiment le tour du monde de cette manière-là, qui était quand même une belle manière. Hein. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose de différent. J'ai toujours envie de voir le monde, mais j'ai envie de faire ça plus vite avec un challenge. J'ai envie de fouler le monde de mes pieds. C'était vraiment l'idée. Et donc ça, c'était 2016.
Et donc, à partir du moment où j'ai eu l'idée, où vraiment ça s'est installé, le tour du monde en course à pied, la première chose que j'ai fait naturellement, c'est de regarder si ça avait déjà été fait. Est-ce que c'était quelque chose de possible? Et là, j'ai trouvé à ma grande surprise qu'il y avait 6 personnes qui l'avaient déjà fait. Et je me suis dit, bon, 6, c'est pas beaucoup quand même dans l'histoire de l'humanité. Mais je me suis dit, si 6 personnes l'ont fait, c'est que c'est faisable. Donc, à partir de là, je me suis dit, OK, comment je fais pour m'amener de l'idée à la À la ligne de réalisation, départ? exactement, oui. Et donc là, il a fallu, donc j'ai découpé un peu le plan en 3 parties. Je me suis dit, il va falloir tester le physique. Je veux savoir si je peux faire 2 marathons en 2 jours, 3 en 3 jours, 5 en 5 jours, etc. Et puis dans quel état je suis. Je voulais être sûr que le corps soit bien. Il ne s'agit pas de faire 2 marathons en 2 jours et puis d'être complètement explosé. Moi, je voulais savoir si je pouvais le faire et puis être bien et avoir envie du le troisième jour. La deuxième partie, c'était la partie itinéraire. Je voulais savoir si c'était possible, parce que je sais pas pourquoi, je m'étais fixé la distance du marathon. Je m'étais dit un marathon par jour, ça me paraît bien comme distance. D'autres l'ont fait avec d'autres distances. Serge Girard, le français, lui était parti sur 70 km par jour, ce qui est vraiment complètement fou, à mon sens. Mais bref, je m'étais fixé cette distance du marathon. Je voulais être en solo, et donc la partie logistique, c'est de se dire, OK, on va regarder la carte du monde. Donc j'étais sur Google Maps, j'y ai passé des jours, des mois entiers sur Google Maps à regarder si c'était possible de couper par étape de 40 km à peu près et de traverser et toujours de trouver un point de chute, ou trouver à manger, ou trouver à boire, ou trouver à se loger. Et quel était ton point de départ? Tu voulais partir de quel pays? Alors, c'était pas sûr. Alors, ça s'est décidé d'une autre manière. Donc, en fait, j'ai d'abord fait les continents. J'ai choisi les continents que je voulais traverser de bout en bout, etc. J'habitais en Asie du Sud-Est à l'époque. Alors, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas partir de l'Australie? Mais après, quand j'ai commencé à regarder une date de départ, d'autres considérations. La considération numéro 1, c'était la considération climatique. Donc, il y a plusieurs points clés dans mon voyage. Il y a notamment la traversée des Andes, qui ne peut vraiment se faire que dans une certaine fenêtre d'opportunité, on va dire, pour éviter les neiges, pour éviter les moments de l'année où les cols sont coincés. Il y avait aussi il y a des traversées de désert, par exemple le désert en Australie, 1600 km de désert d'une traite. Je voulais vraiment éviter de le faire en été. Oui. Il y avait la traversée des Rockies aux États-Unis que je voulais éviter de faire au plein cœur de l'hiver. Donc en fait, avec toutes ces considérations climatiques, j'ai réussi à tweaker mon plan en me disant, bon, alors avec tout ça, voilà les points où je peux partir à quelle époque de l'année. Et c'est comme ça que je me suis fixé de partir de l'Europe à l'hiver 2019. Sachant que j'allais faire l'Europe du Sud et que donc les conditions allaient être idéales pour moi qui cherchais à éviter les froids extrêmes. Donc voilà comment ça s'est décidé. C'était un peu par hasard. Si j'avais pu partir d'Australie, vu que c'était proche de là où j'habitais, je pense que je l'aurais fait aussi. Et donc, en termes de préparation, tu as tout fait toute seule ou est-ce que tu as été épaulée par des personnes qui ont pu t'aider sur la reconnaissance, sur l'organisation, sur ton entraînement également, puisque préparer cette échéance de 20 000 km, je suis pas sûr de trouver un plan dans la littérature lié à la course à pied. Comment tu t'y es pris? Alors, tu le disais tout à l'heure, tester 2 marathons en 2 jours, 3 marathons en 3 jours, mais en termes de récupération, de préparation, comment tu as mené cette période? Alors, j'ai tout fait toute seule et de manière la plus intuitive possible, la plus instinctive. J'ai naturellement lu les 6 livres qui avaient été écrits par ces 6 personnes qui ont fait le tour du monde en courant. Oui. Parce que chacune de ces personnes est revenue de son aventure, donc c'était 5 hommes et une femme. Et ils ont écrit leur récit. Donc j'ai voulu lire, j'ai voulu voir à quoi ça ressemblait. Ce qui était formidable quand j'ai lu leur livre, c'est que j'ai découvert qu'en fait, ces 6 personnes étaient chacun parti pour des raisons complètement différentes. Ils ont chacun fait le trip de manière complètement différente. Et en fait, ça a permis déjà de me positionner un petit peu. Même si j'ai adoré chacune de leurs aventures, il y en avait où je disais, moi, je veux pas le faire comme ça. Oui, c'était propre à chacun. Moi, voilà. Je voulais pas partir sur un truc très compétitif, très dépassement de soi, etc. Moi, c'était vraiment oui, je cours un marathon par jour, mais je prends du plaisir, je visite ce qui est autour de moi. Oui, tu découvres. J'ai du temps, je cours mes marathons le matin, j'ai le temps l'après-midi de visiter. Je veux le faire en solo, mais ça veut pas dire pour autant que je veux le faire complètement à la dure et planter ma tente dans moins 20 degrés, etc. Je veux pouvoir me reposer, je veux pouvoir vraiment profiter de cette aventure, parce que pour moi, c'est le voyage d'une vie. Donc, j'ai vraiment envie d'accumuler les beaux souvenirs et les belles expériences.
Et donc, comme ça, j'ai pu me positionner un petit peu. J'ai été en contact avec deux de ces coureurs du Tour du Monde, mais en termes de conseils, ça a été très limité. Ils m'ont tous dit, écoute, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de guide, tu vas devoir trouver toi-même comment t'entraîner, comment te préparer, et puis comment courir, ça t'est propre. Il y a pas suffisamment de données pour établir un plan, pour établir des règles. Donc j'ai dû tout trouver moi-même, et c'est moi qui me suis lancé ces défis d'en faire 2 en 2 jours, 3 en 3 jours, c'est aller jusqu'à 9 en 9 jours. Et au bout d'un moment, je me suis dit, si je peux faire 9 en 9 jours et que vraiment j'ai aucune conséquence physique, j'étais bien, je suis retourné au boulot le lendemain, j'avais ni mal aux jambes, ni rien. Je me suis dit, bon, si j'en ai fait 9, je peux en faire 10. Si j'en ai fait 10, je peux en faire 11. Si j'en ai On peut fait, monter le etc. curseur, voilà, et augmenter la charge Voilà. Et au bout d'un d'entraînement. moment, je me suis dit, voilà, il y a un moment où il va falloir que je me déclare prête, même si jamais on peut être prêt à regarder quelqu'un droit dans les yeux en lui disant, oui, je vais faire 650 marathons en 2 ans. Ça paraît absolument absurde. Mais donc, j'ai monté cette charge d'entraînement. Et puis, en fait, c'était très bien à l'époque parce que mon boulot était exactement à 20 km de chez moi et je rentrais en courant le soir. Donc, ça me faisait mon petit demi-marathon tous les jours. Et c'était très bien. Je le faisais à mon rythme, je le faisais comme je voulais. Je savais que quand je rentrais, j'avais une bonne douche, un bon repas. Et puis voilà. Et puis, en fait, le corps supportait très, très bien ça. C'était absolument pas, c'était devenu complètement anodin, en fait. Donc tout ça, ça se prépare encore une fois de manière très intuitive. J'ai beaucoup appris à écouter, vraiment, vraiment écouter le corps, écouter tout. Parce que la dernière chose, vraiment la dernière chose dont on a besoin, c'est qu'un petit inconfort quelque part dans le corps se développe et devienne quelque chose d'ingérable. Donc pour éviter ça, il faut vraiment tout écouter et tout réajuster. Donc aussi dans l'année qui a précédé mon départ, j'ai voulu de manière préventive être suivi. Donc, tous les mois, j'avais un rendez-vous chez mon physio et on regardait. Et il me disait, mais tu es quand même ma cliente la plus bizarre parce que tu es ma cliente, tu es ma seule cliente qui n'a rien, tu n'as aucun problème et tu viens me voir tous les mois. Pour faire le point. Comme une horloge suisse, juste pour faire. Et regarder. Et je lui dis, je veux tout regarder. Je veux regarder la biomécanique, je veux regarder je veux regarder s'il y a des dégradations de mon mouvement. Je lui dis, il faut tout noter parce que là, pendant toute cette année, je vais augmenter mon volume. Si on voit que tout d'un coup, la hanche commence à être comme ça sur le côté, le genou commence à bouger vers l'intérieur, je dis, c'est des petites choses, mais il va falloir avoir l'œil. Et j'ai choisi mon physio, c'était un jeune. Je voulais pas quelqu'un qui a trop d'expérience, qui allait me dire, mais non, c'est pas possible ton projet. J'en ai vu défiler des athlètes chez moi, ça marchera pas ton truc. Je voulais quelqu'un qui soit très ouvert d'esprit. Et il l'a été, il a fait un boulot formidable et je lui ai demandé des trucs pas simples. Je lui ai demandé notamment, dès les premiers mois où j'ai vu, je lui ai dit, je veux changer la manière dont je prends mes appuis. D'accord. Traditionnellement, la plupart des coureurs, si vous regardez dans un marathon, ils attaquent par le talon. Et je savais que quand on attaque par le talon, le choc initial, quelle que soit la chaussure que vous avez, avec toute la mousse d'absorption, Oui. le choc remonte directement dans le genou, puis dans la hanche, puis dans le dos, etc. Or, j'avais lu un peu de littérature sur le sujet et je savais que le pied est constitué de 26 os qui constituent l'amortisation la plus géniale du corps humain. On est fait pour courir et le pied est fait pour absorber. Quand on attaque par l'avant du pied, alors pas la pointe des pieds, on est bien d'accord, mais Vraiment ce médio-pied, oui, qui. Exactement. Quand on arrive à atterrir sur cet avant du pied, les 26 os font leur boulot et ils absorbent près de 70% du choc avant que le choc arrive dans le talon et remonte vers le genou. Ce qui est un truc formidable. Ça veut dire que en termes de probabilité de se blesser aussi, tout ça, c'est une solution magique, j'ai envie de dire. Ça m'a pris quand même, avec l'aide de mon physio, ça nous a pris 3 mois à changer cet appui, mais 3 mois intensifs, sachant que je courais quand même mon demi-marathon par jour et c'est vrai que je passais le demi-marathon concentré sur comment se pose mon pied, est-ce que mon genou est toujours aligné, est-ce que la hanche fait toujours le bon boulot, est-ce que le dos est droit, à penser à chaque foulée. Et 3 mois de ce boulot-là et c'est devenu une deuxième nature, c'est-à-dire que c'est devenu un mouvement complètement naturel. Et tu as pris le temps justement d'habituer ton corps à ce changement de foulée pour anticiper quelconque blessure. Aujourd'hui, est-ce qu'il te suit encore, même si vous êtes peut-être à de nombreux kilomètres de distance? Est-ce qu'il arrive à avoir un entretien? Alors avant que je parte de Singapour, donc il m'a donné ses bons voeux pour mon tour du monde. Il m'a dit, écoute, t'as ma ligne personnelle, s'il y a quoi que ce soit, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, ton projet est tellement fou, tu m'appelles.
Et on se fait un Skype et on voit. Et voilà, j'essaye de t'aider du mieux que je peux. Et si je peux pas, je te conseillerai quelqu'un dans quelle que soit la région du monde dans laquelle tu te trouves. Ça fait plus d'un an que je suis parti, j'ai pas eu à l'appeler. Alors, il m'a dit, c'est bizarre, avant, tu n'avais rien, tu me voyais quand même tous les mois. Maintenant, tu n'as rien et tu continues. Mais c'est vrai que j'ai rien, enfin, j'ai aucune blessure, aucune douleur, rien. J'ai pas le besoin. Il m'a appris quand même beaucoup de techniques, notamment des techniques de proprioception qui consistent pour moi à être consciente de la manière dont bouge mes corps, dont bouge mon corps, où est mon pied, quel est le mouvement que je fais. Et je le travaille régulièrement en jetant un coup d'œil. Je jette un coup d'œil à mes jambes pour vérifier que le mouvement que j'ai l'impression de faire est vraiment le mouvement que je fais. Et ça aide beaucoup. C'est des techniques qui sont très intéressantes. Et en termes de gestion du corps et prévention des blessures, hein, c'est fou, mais c'est extraordinaire. Alors, tu te contentes pas seulement de courir parce que pour véhiculer l'ensemble de ton matériel, tu es équipé d'une poussette à 3 roues. Alors, pour l'avoir essayé, puisqu'un coureur était passé par notre région, lui, il avait fait un Tour de France. Donc, c'était pas le Tour du monde. Et j'avais essayé, parce que je l'avais accompagné sur une étape. C'est pas forcément naturel de courir avec une poussette en main. Est-ce que ça change également cette foulée? Et puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du matériel qui t'accompagne, parce que c'est pas un simple sac à dos? Alors, à ma grande surprise, parce que je m'attendais aussi à ce que ce soit un peu compliqué de courir avec une poussette, ça s'est passé de manière très naturelle, en fait. Hein. J'ai pas les mains accrochées à la poussette en permanence, elle roule relativement droit. Je m'arrange pour l'ajuster de temps en temps pour qu'elle roule à peu près droit. Ça se passe plutôt bien. Donc, c'est pas quelque chose, j'ai pas senti que j'avais modifié ma foulée ni mon style de running pour ça. J'arrive à pousser avec une main, faire le mouvement de balancier des bras, repousser, relancer avec un autre bras. Ça se passe plutôt bien. Parce que pour moi, c'était inconcevable de partir avec mes affaires sur le dos. Pour moi, c'était la recette pour se blesser, pour avoir encore plus de poids sur les articulations, etc. Donc, c'était pas idéal. Donc, le fait de pousser, ça me paraissait beaucoup plus logique. Jusque-là, je n'ai pas regretté. Alors, cette poussette en elle-même, elle pèse, c'est-à-dire sans rien, elle pèse 12 kilos en poids vide. Par-dessus, j'ai mon sac avec mes vêtements et mon équipement qui pèse, lui, à peu près 11-12 kilos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Quel garde-robe tu emportes? Alors, j'ai 3 tenues de running. Donc, là, on est en hiver, donc j'ai t-shirt, un manche longue, un collant long. J'en ai 3, des tenues comme ça. En été, je remplace le collant long par un short et puis j'enlève le manche longue. J'ai aussi une tenue qui est complètement waterproof, c'est-à-dire pantalon et haut. Là, j'ai eu par exemple la semaine dernière des tempêtes de neige. Oui, vu les conditions météo, là, c'était. Voilà, pour rester à peu près sec à l'intérieur. J'ai une tenue de vêtements de non-cours, c'est-à-dire un jean, un t-shirt, un pull. Et puis un blouson chaud pour quand je ne cours pas. Voilà, j'ai mon ordinateur et une trousse de toilette. C'est tout. Et tous mes câbles parce que j'ai 2 GPS qui fonctionnent en permanence pour enregistrer ce que je fais, parce que je le download tous les jours. Donc, j'ai mes 2 GPS plus 2 GPS de rechange parce que je suis un peu parano avec ça. La peur que tout d'un coup, les GPS arrêtent d'enregistrer. Arrête d'enregistrer, oui, c'est ça. Ouais, et que je puisse plus enregistrer ma trace. Donc, c'est pour ça que j'en ai deux actifs qui enregistrent. Donc, un principal et un de backup, plus de backup dans mon sac. J'ai aussi ma balise satellite qui fonctionne un peu comme une balise Argos, qui est un peu mon outil de secours au cas où il se passe quoi que ce soit, au cas où j'ai vraiment un gros problème. Donc, des câbles pour ça. Et puis c'est tout. Voilà, c'est absolument tout ce que j'ai. Donc, ça fait 12 kilos de poussette, disons 12 kilos de sac. On est à 24 kilos. À cela, on rajoute l'eau. Donc, en été, ça peut aller jusqu'à 6 kilos d'eau, 6 litres d'eau. En hiver, un peu moins. Plus un peu de bouffe que je transporte, pas énormément, mais suffisamment pour, si j'ai une fringale, pouvoir manger quelque chose, mais c'est rare pendant la course quand même. Donc, en tout, on arrive à peu près 30 kilos que je pousse à bout de bras. Donc, 30 kilos sur 40 kilomètres chaque jour. Tes traces, étape par étape, elles sont déjà données par le GPS. Tu as juste à suivre. Donc, il y a eu ce gros travail en préparation de chacune des étapes. Est-ce que tu t'es retrouvé face à des chemins qui finalement, sur la carte, étaient, on va dire, tracés? Puis, une fois qu'on est sur la trace, il n'y a pas de chemin. Est-ce que ça t'est arrivé, ce genre de choses? Ah ouais, plus d'une fois. Alors, c'est marrant parce que juste avant de partir de Singapour, justement, le dernier boulot que j'ai fait, la dernière boîte pour laquelle j'ai bossé, c'était Google.
Et bon, moi, j'utilise Google Maps au quotidien, donc je les remercie quand même parce que 99,9% du temps, c'est ma ligne de vie, quoi. Je suis le petit point bleu sur mon application et c'est moi parce que j'ai un sens de l'orientation qui est quand même désastreux, il faut le savoir. Et si j'étais partie à l'époque des cartes en papier, je serais toujours en train de courir autour D'accord. de Lisbonne au Portugal. Je pense pas que je serais déjà sortie. Donc, non, non, c'est vraiment bien. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits couacs de temps en temps. On vous indique des routes, c'est pas des routes. En partant sec, c'est bien, on peut prendre les petits chemins, il suffit qu'il y ait plu ou quoi, et c'est juste. Alors c'est praticable parfois en courant, mais pas forcément avec une poussette. Alors souvent je fais un peu pour tester, parce que je suis au courant maintenant, je commence à savoir. Je fais la combinaison entre les routes qui sont indiquées pour le cyclisme et celles qui sont indiquées pour le marcheur à pied. Puis j'essaye de voir un petit compromis, mais c'est vrai que des fois, je me rappelle en Espagne l'an dernier. Google m'envoyait je crois pendant 20 kilomètres sur le front de mer, sur la plage, dans le sable. Donc, c'était pas du tout faisable avec la poussette de 30 kilos. Donc, du coup, je me suis retrouvé à courir quand même sur le bord de l'autoroute. Donc là, c'était moyen parce qu'il n'y avait pas d'autres chemins alternatifs ce jour-là, en fait. Donc, c'est une fois où ça m'a vraiment, vraiment pénalisé. C'était vraiment pas sympa. Bon, je vous rassure, je courais à droite de la barrière de sécurité. Hein. J'étais pas avec les voitures. Mais bon, même sur le côté de la barrière de sécurité, on n'est pas très fiers sur le long d'un autoroute. Ça m'est arrivé aussi parfois, notamment en Grèce. J'ai beaucoup traversé une montagne. Parce que la Grèce est très montagneuse. On pense toujours à la Grèce en termes d'îles, de bord de mer, mais c'est un pays qui est presque aussi montagneux que la Suisse. Et c'est vrai que j'en ai traversé des chemins de montagne et parfois, avec la poussette à bout de bras, c'est juste impossible. C'est des chemins, c'est du rocher, c'est très, très compliqué. Donc, ouais, il y a des petits imprévus et puis on s'adapte, en fait. C'est le maître mot, j'ai l'impression, de ce tour du monde jusqu'à présent, c'est qu'il faut s'adapter. Alors, tu parlais du mental tout à l'heure. Comment on arrive justement à repousser ses limites? Parce que tu le disais, hein, j'ai testé 9, j'ai testé 10, mais là, après plus d'un an d'épreuves et de voyages, comment on arrive à garder la motivation? Est-ce qu'on se dit pas parfois, bon ben, je rentre à la maison, on plie la poussette et on met tout dans l'avion? Alors, deux choses pour répondre à cette question. D'abord, tu parles de repousser ses limites. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours pas vu où elles étaient, ces fameuses limites. C'est-à-dire que j'en faisais 2 en 2 jours, 3 en 3 jours, 5 en 5 jours, 9 en 9 jours. Et au bout du 9 en 9 jours, j'étais très bien. J'avais pas du tout l'impression d'avoir même ne serait-ce que touché du doigt une limite quelconque. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai eu la certitude que je pouvais faire plus. Combien, je sais pas. Mais là, sur ce tour du monde, est-ce que j'ai l'impression de les repousser jour après jour? Est-ce que j'ai des problèmes de motivation? Mais non, pas du tout. Et il y a une très bonne raison pour ça. Pour faire ce que je fais, je me pose souvent la question comme quand je cours parce que les gens me la posent, cette question. Moi, je me la pose pas. Et donc, j'essaie d'y réfléchir quand je cours. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait 3 raisons fondamentales qui font que je peux faire ce tour du monde et que, à mon avis, n'importe qui d'autre qui remplit ces 3 conditions peut le faire, ce tour du monde. La première raison, c'est que je pense que je vais avoir un très bon capital génétique. Je pense que j'ai une constitution très forte, je suis jamais malade, j'ai un corps en très bonne santé, j'ai aucun problème ni articulaire, ni aucun problème de santé à reporter. Et ça a été comme ça tout au long de ma vie. Donc, je pense que ça, c'est un atout majeur et une condition pour pouvoir faire ce que je fais. Le deuxième atout, c'est que je pense avoir une biomécanique, on en a parlé tout à l'heure, qui est très bonne. C'est-à-dire que les mouvements que je fais lorsque je cours n'abîment pas mon corps, n'abîment pas ses articulations et le maintiennent en bonne santé. Ça, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être quasiment plus forte chaque jour. Finalement, tu t'endurcis, plus tu cours, plus tu vas en fait capitaliser. On n'a pas parlé des chaussures. Quel type de chaussures tu utilises? Parce que Attends, j'y viens. Je oui, finis oui. juste avant les 3. Donc, le premier, c'était le capital génétique. Le deuxième, c'est une biomécanique qui, je pense, est très bonne. Et le troisième facteur, c'est que j'ai une envie de faire ce que je fais, qui est je dirais pas qu'elle est plus forte chaque jour parce que je sais pas comment elle peut être plus forte que ce qu'elle est parce que c'est un truc qui me dévore depuis 2016, depuis que j'ai eu l'idée. Ça fait plus d'1 an que je fais ce tour, ça fait plus d'1 an que je me réveille chaque jour. Avant, j'ai pas entendu une seule fois la sonnette du réveil matin.
quelle que soit mon heure de lever, que ça soit 5 heures du mat ou 6 heures du mat, en fonction des saisons, à l'heure à laquelle je vais commencer mon run, je suis levé avant parce que j'ai tellement envie d'y être. Et même s'il fait 46 degrés dehors, comme ça a été le cas cet été, et même si en ce moment je me traverse des tempêtes de neige, pas possible. J'ai envie d'aller vers cette prochaine étape, j'ai envie d'aller vers l'autre continent, j'ai envie de voir, j'ai envie de découvrir. Et ça, c'est pour ça que j'ai pas l'impression mentalement d'avoir beaucoup d'efforts à faire parce que l'envie est tellement forte finalement, oui. Exactement, que j'ai absolument pas l'impression d'avoir à avoir puisé dans des réserves ou dans des. Moi, j'y vais parce que c'est un kiff mais absolu. Donc voilà, je pense que ces trois facteurs-là, ça explique pourquoi j'ai l'impression que ce que je fais est très naturel et très c'est du plaisir tous les jours, vraiment. C'est pas juste un cliché de le dire, c'est vraiment ceux qui ont couru à mes côtés jusque-là. Il y a eu des gens quand même qui ont couru quelques marathons à mes côtés, qui m'ont accompagné sur quelques étapes. Ils disent tous, mais c'est fou, t'es contente du début à la fin du marathon? Bah oui, moi j'apprécie chaque mètre, hein, vraiment, même s'ils sont pas faciles. Il y a des mètres qui sont pas faciles. Je dis pas que tout est simple, c'est pas du tout ça que je dis. Oui. Que je l'apprécie, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je suis dedans à fond. Voilà. Alors, en termes de chaussures, tu me posais la question. Oui, c'est ça, parce que sur l'usure également, parce qu'il faut pouvoir se ravitailler en pneus finalement au bout de ces nombreux kilomètres. Quelle est la durée de vie d'une paire de chaussures quand on court un marathon par jour? Alors, il y a les pauses, hein, parce que tu m'avais dit quand même, c'est 6 jours de marathon et tu t'accordes quand même un jour de repos, ce qui nous permet aujourd'hui d'enregistrer cet épisode, justement. Exactement, je suis un peu feignante, on me le dit souvent, on me dit ça, comment tu cours que 6 jours par semaine? Exactement. Je me prends mon petit dimanche. Non, en gros, en moyenne. Un par semaine, c'est surtout pour des régions de logistique, hein, naturellement. Il faut que je fasse mes lessives, il faut que je replanifie mon itinéraire, ça demande pas mal de boulot. Il faut que je fasse mes réservations, il faut que je m'occupe un peu de mon équipement aussi, voilà. Donc, voilà pourquoi ce jour par semaine, mais ça m'aurait pas dérangé de le faire sans. En termes de chaussures, alors, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai changé ma foulée, ce qui veut dire que j'atterris plus sur le talon, j'atterris sur l'avant du pied. J'ai une foulée qui est du coup beaucoup plus souple, beaucoup moins impactante, ce qui fait que mes chaussures, eh ben, voilà, les chaussures que j'ai en ce moment, ça fait 2200 km. Et justement, aujourd'hui, je me posais la question, tiens, c'est mon jour de repos, est-ce que je vais racheter une nouvelle paire de godasses? Puis je regarde, puis bon, la semelle est plutôt pas mal. Donc, on est à 2200, je pense qu'elles vont facilement aller jusqu'à 3000. Donc, les chaussures, jusqu'à présent, elles ont toutes duré à peu près 2000 km et je pense peut-être plus maintenant. En fait, je les ai changées à chaque fois. C'était pas du tout la semelle qui était abîmée, c'était plutôt la structure autour. L'entourage, voilà. Le tissu, mesh ou des choses comme ça. Qui commençait à. Il y avait des trous à droite à gauche, donc fallait changer. Non, ça dure plutôt bien. Alors les chaussures, c'est vraiment pas le grand problème. Moi, à partir du moment où c'est confortable, ça me va. C'est le seul critère de sélection de la chaussure. Qu'elle soit confortable et qu'elle n'ait pas une semelle trop épaisse, parce que si elle a une semelle trop épaisse, elle va affecter mon mouvement parce qu'elle va forcer mon pied à atterrir différemment. Donc, je veille à ça et puis c'est tout. Donc, j'ai ni marque favorite, ni modèle favori. Le confort, c'est tout. Des bons chaussons, on va dire. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais te demander parce que tu passes par des chemins, tu passes par des routes. Donc, faut une chaussure qui soit polyvalente et qui te permette d'accrocher et de parcourir ces différents revêtements finalement. Ouais, mais donc, du coup, je me rends compte que c'est pas, enfin, beaucoup de chaussures font l'affaire, en fait, hein. J'ai couru avec beaucoup de marques depuis le début, beaucoup de modèles différents. J'ai pas, voilà, il y a 3 jours, je passais dans des chemins où j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Voilà, la chaussure, elle va être mouillée, et puis voilà. Et puis mais malgré le peu de critères que j'ai pas eu une cloque depuis le début, j'ai pas eu aucun problème de quoi que ce soit. Donc, preuve de résistance. En termes de financement, parce que tu disais pour les chaussures, bon, il faut parfois changer et les acheter. Est-ce que tu as eu des sponsors, des gens qui t'ont donné un coup de main financièrement pour cette aventure? Ou est-ce que tu as tout géré une nouvelle fois seul? Alors, tout gérer seul, il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, il faut pas toujours. C'est vrai qu'une des premières questions que me posent les gens qui sont un peu dans le running, qui découvrent mon aventure, c'est les sponsors. Comme si c'était une évidence. Alors que c'est pas du tout une évidence, et ça, je tiens à le rappeler. C'est-à-dire que avant que je parte de mon aventure, parce que là, je suis maintenant à 10 300 km, ce qui est quand même un gros chiffre de running. Avant que je parte de mon aventure, si vous alliez sur Google et que vous faisiez mon nom, vous ne trouviez pas grand-chose. Vous trouviez mon parcours professionnel, les quelques marathons et Ironman que j'ai fait, mais rien de plus qu'un sportif normal, milieu de pack, rien d'extraordinaire. Donc, pourquoi est-ce qu'un sponsor irait mettre des
billes sur moi, ça paraît absurde. Je pourrais être n'importe quel charlot qui dit ah bah tiens, moi je vais faire le tour du monde voilà en courant et puis au bout de 3 mois j'ai mal au pied, j'arrête. Bon, il faut savoir que c'est un voyage très long, ça s'étale sur 2 ans. C'était le plan de 2 ans. Maintenant ça va être plutôt 3 ans à cause du Covid. Donc c'est quand même un risque, on va dire. Pourquoi un sponsor irait mettre ses billes sur quelqu'un qui en a pour 3 ans à prouver qu'il va pouvoir délivrer le truc? C'est un challenge particulier ce que je fais. Donc j'en veux pas du tout au sponsor de pas s'être mis derrière moi. J'ai quand même essayé pour la forme, histoire de dire j'ai quand même essayé. Et c'est vrai que j'ai pas eu de réponse et je leur en veux pas. Par contre, quand j'avais contacté les fameux 6 qui ont fait le tour du monde avant moi, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont tous dit alors écoute, il faut être prête à partir toute seule, sans sponsor et en autosuffisance complète. Ils m'ont dit, par contre, tu auras peut-être une surprise quand tu arrives vers 80% de ton voyage, 90% de ton voyage et que ça commence à se boucler. Là, il va y avoir des gens qui vont te proposer des chaussures, de l'équipement, du ceci, cela. Et bon, et je comprends tout à fait, il faut pas les refuser, et ça fait partie du jeu et c'est normal. C'est vrai que c'est plus intéressant pour eux de se mettre en contact avec un sportif qui va vraiment délivrer un truc extraordinaire plutôt que d'aller parier sur je sais pas combien il y en a comme moi qui se mettent sur la ligne de départ chaque année pour des trucs fous. Quel est le pourcentage qui va au bout de ça? C'est vrai. Donc non, je suis parti sur cette ligne-là en me disant il va falloir que je sois en autosuffisance tout du long. Donc aussi depuis 2016, quand j'ai eu l'idée, mon 3e âme de travail après la préparation physique, la préparation logistique, c'était aussi la préparation financière. Moi, j'ai mis toutes mes économies, toute ma vie là-dedans. Donc De côté pour financer ce projet-là. Voilà, moi j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas de meubles, j'ai pas tout ça, tout ce que quelqu'un normal de 42 ans normalement a accumulé au cours de sa vie. Moi j'ai rien de tout ça. J'ai tout mis dans ce tour du monde. C'est vraiment c'est le projet de ma vie, c'est mon aventure et je voulais m'en donner les moyens. Donc financièrement, ouais, j'y vais solo. Et humainement, quand tu passes de ville en ville, de village en village, comment tu perçois l'accueil des personnes? Parce que en France, on va dire, c'est peut-être pas forcément en France où ça va être le plus simple d'avoir une hospitalité et que quelqu'un frappe à notre porte pour peut-être être logé, prendre une douche ou autre. Je sais que si quelqu'un venait moi aujourd'hui frapper à ma porte pour prendre une douche avec une poussette, je sais pas trop comment je l'accueillerais. Comment toi tu perçois cet accueil à la fois par rapport à la France que tu as traversée? On parlera de ton arrivée à Châteaudun là dans notre région, mais à l'étranger, quel accueil tu as été frappé peut-être par certaines populations, certaines personnes qui t'ont ouvert gracieusement leurs portes? Alors, je te rassure, quand je dis que je prépare ma logistique, c'est quand même que je prépare mes points de chute avec j'ai toujours à peu près 2 semaines d'avance. Donc, je ne vais pas complètement à l'aventure en me disant je vais frapper à la porte et advienne que pourra. C'est pas mon aventure, c'est pas le type d'aventure que je fais. Autant que faire se peut, je prévois. Alors, je suis sur un budget qui est quand même limité, mais je prévois toujours. J'essaie toujours des bed and breakfast, des maisons d'hôtes, des gîtes. J'aime bien j'aime pas trop les chambres d'hôtel de manière générale, que je trouve très anonymes et qui ne permettent pas vraiment de nouer des liens ou de rencontrer des gens. C'est pour ça que je préfère toujours aller chez l'habitant, au contact, etc. chez l'habitant, oui. Voilà. Mais ça se prévoit à l'avance aussi, ça se réserve, c'est comme tout et ça se paye aussi. Alors maintenant, même dans ce contexte-là, c'est vrai que on partira de Châteaudun tout à l'heure, qui était assez extraordinaire. Mais les pays qui m'ont le plus surpris, qui m'ont réservé l'accueil le plus extraordinaire, parce que ça se fait pas toujours au moment du logement, ça se fait sur la route aussi. Jusqu'à présent, c'est les pays des Balkans. Moi, si tu me demandes mon top 3 ou top 4 des pays les plus incroyables, les plus géniaux, les plus beaux que j'ai traversés, c'est sans hésitation la Slovénie, la Serbie, la Croatie, et pour le 4e, je vais mettre l'Albanie. Et c'est fou parce que souvent les gens me disent pourquoi tu dis ça, t'as quand même fait la Grèce, t'as quand même fait l'Italie, t'as quand même fait l'Espagne, t'as quand même fait, et je dis oui, c'est des très beaux pays, mais c'est des pays qui sont très proches de ma culture, qui sont familiers, j'ai envie de dire, avec ce que je connais. Et finalement, quand je passe dans ces pays-là, quand je passe en France, quand je passe en Italie, en Espagne, même en Grèce, quelqu'un qui fait son footing avec une poussette, bah oui, ça peut être une mère de famille qui fait son footing avec une poussette. Moi, j'ai un physique, je suis plutôt petite aux cheveux bruns, la peau un peu mate, je peux être du coin, je peux juste être sortie de ma maison, faire mon petit 5 km avec mon bébé dans la poussette en courant. Tu te fonds dans le paysage, tu passes inaperçu. Exactement. Alors que quand j'arrive dans ces pays-là, les pays que j'ai cités, que j'ai adorés, que ce soit la Slovénie, Croatie, Serbie et l'Albanie, déjà, quelqu'un qui fait son footing au milieu de la campagne là-bas,
C'est pas quelqu'un du coin, parce que quelqu'un du coin qui est en bonne santé, qui tient bien sur ses deux jambes, il est comme tout le monde, il est au champ, il travaille avec les animaux, il travaille. Donc déjà, courir. En plus, une femme avec une poussette, dont tout le monde croit qu'il y a un enfant dedans, naturellement, c'est complètement hallucinant. Et alors là, ce qui est incroyable, c'est que invariablement, j'avais des actes de gentillesse à mon égard. Fou. Moi, je me rappellerai toujours, j'arrivais en Albanie, donc je venais déjà de descendre toute la côte croate. Je passe en Albanie et j'étais là, les paysages sont magnifiques là-bas, et c'était des champs et des détails à droite à gauche, avec la montagne en toile de fond. Et voilà cette petite voiture qui passe, mais cette voiture, mais elle avait, je sais pas si elle avait 30, 40, 50 ans, j'en sais rien, elle brinque-ballait de tous les côtés, avec une petite mémé qui conduisait au volant. Et elle me voit passer, elle dit des trucs en albanais que je comprends pas, elle s'arrête 200 mètres plus loin, il y avait des arbres là, elle cueille des figues, elle cueille des poires, je sais pas si c'était des poires, je crois que c'était des poires, et elle attend que j'arrive, et elle me pose tout sur la poussette, elle me donne tout, elle retourne dans sa voiture, elle trouve une bouteille d'eau sous un siège de sa voiture, elle me donne la bouteille d'eau, et je me dis, mais cette femme, elle a rien, et elle me donne tout, et elle me connaît pas, elle sait pas ce que je fais, et elle sait juste une chose, c'est que je suis une étrangère, que je suis pas du coin, et que je fais un truc qui est quand même un peu pas normal pour quiconque habite dans la région. Et elle m'a tout donné, et avec une gentillesse extraordinaire. Et ça, je l'ai beaucoup rencontré, et même en Serbie et en Croatie. Il suffisait que je m'assoie pour faire une petite pause sur moi, je m'asseoir sur un petit muret sur le bord de la route. Il y avait des gens qui sortaient des maisons, qui me demandaient si je voulais du thé, si je voulais du. On parlait même pas le même langage. Moi, je parle 4 langues, mais je parle pas ces langues-là, Oui, oui. des pays de l'Est. Et on arrivait à se comprendre. Et je me faisais servir du thé, je me faisais m'offrir un bout de gâteau. C'est extraordinaire. C'est des petites choses, mais qui montrent ils sont accueillants de l'étranger et ils veulent donner le meilleur aux étrangers. Et c'est vrai qu'un des pays, et j'en suis désolée parce que ça montre que j'ai un a priori, et je pense qu'on a tous des a priori. C'est vrai qu'en Serbie, je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai grandi dans les années 90. Oui, on Pour pense moi, à la la Serbie, guerre. on pense à la guerre, on pense aux Balkans, on pense aux atrocités, et malgré tout, je pensais y aller avec un esprit ouvert et plutôt vierge de tout préjugé. Et c'est un des pays qui m'a le plus chamboulé. Parce que d'abord, c'est d'une beauté, mais vous n'avez pas idée à quel point c'est beau la Serbie. Moi, je sais que quand j'aurai fini ce tour du monde, je considère tout à fait aller passer des vacances en Serbie tellement c'est beau et il y a vraiment des endroits que j'ai envie de revoir. Et l'accueil qu'on m'a réservé, à quel point c'était chaleureux, à quel point c'était un de mes premiers jours en Serbie, je me suis pris une averse de flotte qui a duré 45 ou 46 kilomètres. Tout du long, en pleine face. Je suis arrivé dans un état, il faisait 5 degrés, j'étais en altitude, en plus j'avais monté quoi que ce soit. C'était mon deuxième jour en Serbie, près du lac de Vlasintorid, un espèce de barrage en hauteur, un lac magnifique, mais je voyais rien, il y avait du brouillard. Et j'arrive à mon logement, et là, la femme qui m'accueille me dit, écoute, je suis désolée, avec le temps qu'il fait, il n'y a plus d'électricité, donc il y a plus de chauffage, il y a pas d'internet non plus, il y a rien. Et moi j'étais grelottante et tout, et j'avais pas acheté ma nourriture ce jour-là. Et je lui dis, mais est-ce qu'il y a un petit magasin dans le coin où je peux aller acheter quelque chose à manger? Elle me dit, ah bah non, aujourd'hui tout est fermé. Et j'ai les larmes qui sont mises à couler sur mon visage. Je contrôlais pas. Je lui dis, je viens de courir 46 kilomètres dans la pluie, je suis trempée, j'ai froid, et en plus j'ai rien à manger. Elle me dit, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle me dit, sèche-toi, prends ta douche, il doit rester un tout petit peu d'eau chaude quand le ballon était chaud. Voilà, mets des vêtements secs, t'inquiète pas, tu vas pas être dans une situation si terrible, je m'occupe de tout. Elle est revenue, elle m'a apporté un espèce de gros salami de Serbie, elle m'a apporté du pain, elle m'a apporté une demi-bouteille de vin, elle m'a apporté, et elle m'a tout donné. Enfin, je veux dire, il y avait rien qui l'y obligeait. Elle aurait pu juste dire, ah bah tant pis, t'avais qu'à me le prévoir, tu vois. Ça aurait pu être n'importe quelle personne. Mais c'est quelqu'un qui m'a réchauffé le cœur quand moi j'étais vraiment, j'avais froid, j'étais pas bien le jour-là. Voilà. Au plus bas. Alors, moi, je t'ai découvert, Marie, non pas dans ton passage en Serbie, un peu plus proche de nous, la République du Centre, qui est le quotidien local, avait fait un petit article et puis ils indiquaient justement ton passage à proximité de la maison et tu as fait donc la traversée de la Beauce. Alors, c'est pas un désert, mais il n'y a pas beaucoup d'arbres et pas beaucoup de végétation, te conduisant donc d'Orléans jusqu'à Châteaudun. Donc, on aurait presque pu se croiser, hein. Les agendas ne se sont pas forcément bien alignés. Et donc, arrivé à Châteaudun où tu as vécu un
un bon moment. Donc, l'hospitalité beauceronne, elle est quand même à noter, à souligner. Exactement, elle n'a rien à envier à l'hospitalité serbe ou l'hospitalité des autres pays des Balkans. C'était un moment formidable. En fait, j'ai fait l'étape Orléans-Châteaudun. C'était le 31 décembre, donc le dernier jour de l'année. C'était une grosse étape, hein. C'était à peu près 48-49 kilomètres avec du vent de face tout du long. Je pense que tu habites la Beauce, tu dois bien savoir que quand il y a du vent, On il préférait un y a peu de rien pour relief. l'arrêter. Le vent, il n'y a pas. C'est ça. Il n'y a Et pas un voilà, comme il arbre. n'y a pas de relief, exactement, il n'y a rien qui stoppe le vent. Donc ce jour-là, je l'avais de face. C'était très sympa parce que comme il y avait eu cet article de la République du Centre, il y avait des coureurs qui m'avaient accompagné au départ d'Orléans. C'était génial. Donc pendant, je crois, les 20 premiers kilomètres, j'avais eu de la compagnie. C'était super. Et donc je me dirigeais vers Châteaudun, une petite ville quand même. Et 10-15 kilomètres avant mon arrivée sur Châteaudun, en fait, je reçois l'information que la maison d'hôte dans laquelle j'avais réservé ma nuitée n'est plus en mesure de m'accueillir. Sans aucune raison, je reçois ce message, j'essaie d'appeler, rien. Et donc, je me retrouve le 31 décembre sans aucun logement. Logement. En arrivant dans une petite ville, j'essaye rapidement avec mes applications sur mon téléphone de trouver un logement alternatif. Les hôtels du coin sont fermés, en rénovation ou Dieu sait quoi. Et donc, je me retrouve avec rien. Et là, je réfléchis quelques secondes et je me rappelle que quand j'ai publié cet article de la République du Centre sur mon Facebook, il y avait une dame qui travaillait, je crois, à la mairie ou l'élu de la mairie qui avait fait un like. C'est idiot, mais j'ai tellement peu de likes que je regarde toujours qui c'est. Ça m'intéresse de savoir qui s'intéresse à mon parcours. Et donc, je me dis, oh, cette petite dame, c'est tout ce que j'ai à Châteaudun. Je lui envoie un message sur Messenger en lui disant, écoutez, vous ne me connaissez pas, je vous connais pas. J'ai vu que vous aviez liké mon article hier. L'article a été sorti à mon sujet sur mon voyage. Voilà, j'arrive à Châteaudun d'ici 1h30, 1h30, 2h. On est le 31 décembre. Le logement que j'avais pour ce soir vient d'être annulé et il n'y a plus d'hôtel sur la région. Je ne sais pas où me loger. Cette dame me répond, mais dans même pas la demi-heure, j'ai envie de dire dans le quart d'heure, elle me renvoie un message en me disant « Ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout et on vous attend à l'arrivée ». Je savais pas trop quoi faire de ce message, mais je me suis dit, bon, il y a une personne qui au moins essaye de s'occuper de mon cas, que je sois pas en train de dormir sur un banc public le 31 décembre, il faisait 5 degrés. Voilà. Et j'arrive à Châteaudun, et alors là, il y avait toute l'équipe municipale en écharpe bleu, blanc, rouge. Il y avait des citoyens qui avaient été prévenus par un post Facebook qui était là. Tous à m'attendre. Ils m'ont fait un accueil extraordinaire. J'ai été applaudi à mon arrivée. Moi, je suis jamais applaudi à mon arrivée. Hein. J'arrive, c'est tout à fait anonyme. Ils m'ont fait une réception à la mairie avec un accueil formidable. J'ai pu rencontrer des gens. On a passé des heures là. Bon, dans le respect des règles sanitaires. Oui, malgré tout, voilà. Quand même, on était quand même avec les masques, avec tout ce qu'il fallait. Mais ils ont fait le maximum. Et là, Marianne, donc cette élue de la municipalité de Châteaudun, me dit, écoute, pas de problème, au fait, pour ton logement ce soir, il y a un gîte juste en dessous du château. Voilà, il est fermé, je crois qu'il était fermé plus ou moins, mais elle me dit, tu as une chambre là-bas et la mairie le prend en charge. Et moi, je me disais, c'est formidable parce que ces gens-là me connaissent pas, ils savent pas qui je suis et ils me donnent en fait. Donc j'imagine aussi que ce que je fais a une certaine résonance avec eux, le fait que je sois une femme seule qui fait le tour du monde courant, qui prend sa liberté, etc. En plus dans le contexte actuel de la crise sanitaire. Mais pour moi, c'est rare en fait d'avoir cet écho-là, d'avoir tout d'un coup ce retour extraordinaire que je reçois moi en termes de gentillesse, d'actes de bienveillance et donc de ce protection. regain d'intérêt pour ton aventure te nourrit encore plus au niveau confiance, au niveau moral. Là, tu as dû repartir sur cette année 2021 puisque tu as passé la nuit à Châteaudun, 2021 sur de bons rails. Tu disais par rapport au Covid, justement, comment ça a impacté ton parcours et ce que tu avais programmé. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce qui était prévu et ce qui a dû être, entre guillemets, mis un peu de côté? Oui, alors pour dire les choses très simplement,
Nous sommes le 30 janvier 2021, alors où nous enregistrons ce podcast. Je devrais être en train d'atteindre Sydney sur la côte est de l'Australie. Donc, je devrais être en train, d'après mon tableau Excel, de boucler la traversée de mon deuxième continent. Et à ce 30 janvier, je viens de traverser la Belgique, je suis en train de descendre vers le Luxembourg et vers la Suisse. Donc, je suis toujours en Europe en train de crapahuter, de zigzaguer entre zones de confinement, de reconfinement, de déconfinement, entre pays ouverts, pays fermés, frontières, etc. Donc, effectivement, le plan que j'avais fait initialement est complètement chamboulé. Le plan que j'avais fait tenait compte de contraintes climatiques. Par exemple, je voulais éviter les froids extrêmes. Bon, alors là, j'ai pas eu le choix. Là, je viens de me prendre des tempêtes de neige ces derniers jours. Je viens de me prendre des températures de moins 6 degrés. Bon, ça fait partie de l'adaptation. Moi, comme je me répète souvent quand je cours et quand je me rends compte que je dois adapter mon plan encore une fois, parce qu'encore un pays que je dois traverser, là, je devais arriver en Allemagne. Bon, l'Allemagne est fermée, alors que je me faisais une grande joie d'arriver vers Berlin. Je m'imaginais déjà au Brandenburg, je m'imaginais des choses extraordinaires. Bon, il a fallu refaire la route, etc. Et je me dis toujours, mais depuis le début, de toute façon, dès le moment où j'ai fait le plan de ce tour du monde, j'allais pas faire le tour d'un monde parfait. J'allais faire le tour du monde tel qu'il est, avec toutes ses contraintes. Il y avait des pays que j'aurais bien aimé traverser, mais qui sont des pays en guerre. Il y avait des régions où j'aurais bien aimé traverser, notamment en Afrique, mais qui sont des régions devenues dangereuses par les conflits, les après-conflits. Donc, depuis le début, c'est le cas. Alors là, c'est beaucoup plus fort en ce moment parce qu'une pandémie à l'échelle mondiale comme ça, c'est une circonstance. C'est du jamais vu, voilà. C'est jamais vu, c'est extraordinaire. Mais quand même, ce n'est que l'extrapolation de ce que j'ai vu dès le moment où j'ai fait mon plan. C'est pas un monde parfait sur lequel je cours. C'est un monde qui a ses propres contraintes. C'est un monde qui est malade par endroits. C'est un monde que je peux pas traverser malgré tout aussi librement que je voudrais. Bon, là, on est dans la situation extrême, mais ce n'est que ça. Alors, le plan, oui, il est changé là en ce moment. Les choses s'accélèrent tellement, là, notamment récemment, que je refais mon plan quasiment toutes les 2 semaines. Oui, ce que tu disais, hein, tous les 15 jours, tu balises ton parcours sans avoir plus de visibilité. Est-ce que tu t'es retrouvé bloqué, justement, entre ce mois de mars et aujourd'hui, dans des pays où tu as dû rebrousser chemin et prendre l'avion pour partir? Alors, bloqué physiquement, ça m'est arrivé 2 fois. Parce que bon, rerouter l'itinéraire, c'est arrivé de multiples fois, là, notamment récemment, où je peux pas faire l'Allemagne, je peux pas faire l'Autriche. Bon, ça me fait juste passer ailleurs, on va dire. Bloqué physiquement 2 fois. La première fois, ça faisait 3 mois que je courais, parce que j'étais parti du Portugal au mois de décembre, et le 10 mars, c'était le jour où j'arrivais à Pise. J'étais super contente d'arriver en Italie, moi. Et donc, je vais me faire une grosse étape, j'arrive à Pise. Et là, à Pise, l'hôtel m'accueille en me disant, écoutez, on vient de décréter le premier confinement national. C'était le premier pays en Europe qui déclarait son confinement à l'échelle nationale. C'était un gros truc, hein. Et l'hôtel me donne une petite fiche, qui est une fiche de laissez-passer, qui est tamponnée par les autorités locales et qui m'autorise le lendemain matin à quitter l'hôtel et à aller à l'aéroport. C'est tout ce que j'avais le droit de faire. Parce qu'à partir du 10 mars, en Italie, tous les logements touristiques étaient fermés et tous les mouvements, ne serait-ce que de ville à ville, étaient interdits. C'était un truc fou à l'époque. Maintenant, on y est habitué, ça fait 1 an qu'on vit avec. Mais à l'époque, il fallait savoir que c'était un truc vraiment très, très brutal. Donc, je me suis retrouvé avec ce petit laissez-passer. J'ai eu ma nuit pour pacter mes bagages et pour trouver un billet d'avion pour aller, Dieu ne sait où, mais pour sortir de ce pays dans lequel je ne pouvais plus rester. Donc, bon, il se trouve que j'ai pris un billet d'avion pour la France et je suis revenu me mettre à l'abri. Je pensais pour une durée de quelques semaines et en fait, ça a duré 3 mois et j'ai pu repartir d'Italie au mois de juin. Donc ça, c'est la première fois où j'ai été bloqué physiquement. Le mois de juin, donc début juin, je suis reparti d'Italie. J'ai fait donc la descente de toute la côte croate, le tour de la Grèce, je suis remonté dans les Balkans et je me suis retrouvé une deuxième fois bloqué physiquement, c'est-à-dire sans autre choix, au moment du passage entre la frontière slovène et la frontière autrichienne. Et là, il s'est trouvé que autour de la Slovénie, tous les pays autour étaient fermés. C'est-à-dire, pour moi, le critère, c'est à partir du moment où les logements touristiques sont fermés et les mouvements sur le territoire sont interdits, là, je peux plus y aller. Oui, là, c'est compliqué. Je fais quand même mon tour dans le respect des règles. Et à la frontière autrichienne, ils m'ont dit, écoutez, vous pouvez rentrer si vous voulez, mais vous ne pourrez pas vous loger et vous n'avez plus le droit de circuler d'une région à l'autre.
Donc, clairement, mon voyage s'arrêtait une deuxième fois. Donc là, au mois de novembre, j'ai été bloqué 1 mois et demi. Et puis, quand la France a annoncé le 15 décembre qu'elle rouvrait ses frontières, je me suis dit, très bien, je repars d'un point que j'ai déjà traversé en France. Et à partir de ce point, parce que je dois avoir une ligne continue sur ma traversée de l'Europe, je vais traverser la France du sud au nord en attendant que ça se décoince à droite à gauche. Et bon, alors j'ai eu un petit peu de chance. C'est vrai que la Belgique a été ouverte, le Luxembourg où je suis en ce moment est ouvert, la Suisse est encore ouverte, la Slovénie est ouverte. Donc il y a quand même un passage vers l'est parce que mon but c'est quand même de boucler la traversée de l'Europe et qui s'arrêtera donc à Istanbul en Turquie. Il y a quand même un moyen d'y aller, mais il y a un moyen d'y aller à aujourd'hui. Peut-être que demain, ce sera différent. Il suffit qu'un pays se bloque et le parcours ne fonctionne plus. C'est comme ça depuis des mois. Je rajuste au fur et à mesure. Donc, quand tu as repris en juin, tu es reparti de là où tu t'étais arrêté au mois de mars. Tu as, voilà, pour avoir cette continuité au niveau de ta trace. Je suis parti de Pise, exactement du même endroit en termes de coordonnées, Oui. coordonnées géographiques. Alors, comment ta famille perçoit ce voyage? Quel a été leur accueil quand tu leur as dit, bon, ben, écoutez, je prends ma poussette et je pars pour plus de 20 000 kilomètres. Alors, quand j'ai commencé effectivement à dire un peu ce que j'avais dans la tête, à dire mon projet, finalement, ça m'a un peu surpris. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus genre, elle est bingos, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Et non, en fait, c'était juste, ah ouais, mais c'est génial. Il n'y a pas eu de surprise en termes de. Je pense qu'ils me connaissent bien aussi, hein, c'est ma famille, mes amis proches ont eu la même réaction. Je pense qu'ils étaient tous, ils se sont joints immédiatement à mon enthousiasme, mais il n'y a pas eu de réaction de oh bon non, enfin quand même une femme seule et tout. C'est pas d'eux que c'est venu. Eux ont été tout de suite à l'unisson avec mon enthousiasme en me disant c'est génial ce que tu vas faire. Ah ouais, t'es prêtre, vas-y raconte-nous qu'est-ce que t'as fait comme préparation, voilà, etc. Les réactions autres sont venues de gens qui me connaissent moins. C'est vrai que quand je l'ai annoncé, par exemple, à mes collègues de travail ou quand je l'ai annoncé à des connaissances qui sont peut-être moins familiers avec mon parcours de vie, avec ce que j'ai fait, eux, c'était plus des réactions de peur. Oh, mais une femme seule faire le tour du monde, non mais ça va pas. Mais un marathon par jour, non mais c'est pas possible. Ça, c'est venu plus de gens qui me connaissent pas, qui n'ont pas vu ni grandir ni évoluer, qui savent pas vraiment qui je suis. Un petit peu, voilà. Et tu évoquais sur ton site internet justement l'influence de ta grand-mère, parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là, et il faudrait peut-être qu'on mette le doigt dessus. Tu cours, certes, pour assouvir ce besoin d'aventure et ce projet, mais tu le fais également au nom de la condition de la femme, et ta grand-mère a eu un impact quand même assez important sur ce voyage. Je te laisse en dire 2 mots. Oui, alors j'ai eu la chance de grandir avec une grand-mère qui, à mes yeux, était extraordinaire. C'est une femme qui est née, on va dire, pendant la Première Guerre mondiale, qui est née entre la Suisse et l'Italie, qui, dans sa jeunesse, a fait le trajet jusque Paris. Avant la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est mise à faire des études à la Sorbonne, des études de sciences. Elle a travaillé dans un laboratoire. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, elle est devenue directrice de la première bibliothèque féministe de la ville de Paris. C'est une femme qui, de manière générale, quand on regarde son parcours, je dis souvent en souriant, elle s'en laissait pas compter. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'était une femme qu'il y avait quoi que ce soit qui l'empêchait de faire quoi que ce soit. Elle avait un talent extraordinaire pour s'indigner des choses. Moi, je me rappelle, elle me racontait, pourtant on était dans les années 80-90, elle me disait, mais tu te rends compte, à mon époque, mais les femmes pouvaient même pas avoir leur compte bancaire à l'été, mais c'était outrageant pour elle, c'était incroyable. Et je sais qu'à l'époque, ça l'outrait déjà, alors que beaucoup de femmes s'en étaient accommodées puisque c'était leur condition. Et elle, passer d'un pays à l'autre, faire des études, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient des études, encore moins d'études de sciences, encore moins de passer des sciences à la littérature, encore moins de s'occuper de féminisme, alors que c'était quand même assez avant-gardiste. Elle l'image qu'elle me donnait du moins, c'était l'image d'une femme forte qui choisit où elle va, qui ne s'encombre pas de clichés de ce que doit être une femme, de ce que doit être, de comment doit-on se comporter pour être une femme bien pensante dans son époque. C'était une femme qui s'affranchissait de tout, qui était d'une curiosité extraordinaire, qui lisait tout, qui était un puits de savoir, et qui, moi, m'a donné l'image que, bon, oui,
je suis née petite fille, mais mes rêves, ils n'ont pas besoin d'être des rêves de petite fille, de poupée Barbie. Mes rêves, ils sont des rêves universels. Il n'y a pas des rêves de garçons et des rêves de filles. Il n'y a pas des envies de garçons et des envies de filles. Il n'y a pas du tout. Il y a des envies, il y a des rêves, il y a des manières de mener sa vie. Et c'est à notre portée. Et moi, être une fille dans ma vie, ça m'a vraiment pas gênée. Ça m'a pas empêché d'accomplir ce que je voulais, ni d'aller où je voulais. Donc, tu véhicules à travers ce voyage ces valeurs-là. Alors là, on se situe à mi-chemin, 10 000 kilomètres déjà réalisés. Les perspectives, tu l'as dit tout à l'heure, hein, à 15 jours, on peut pas forcément voir plus loin, mais direction donc le bassin méditerranéen, la Turquie, et ensuite, quel continent tu vas fouler? Alors, ça va être compliqué. En 2021, c'est compliqué. L'Australie est un continent qui est, depuis le début de la crise, complètement fermé au tourisme. C'est-à-dire, pour le dire en un mot comme un mille, quand on veut rentrer en Australie, il faut un visa. Donc déjà, ils ne donnent plus de visa. Le mien est en attente depuis le mois d'avril. Et bon, je sais que c'est un no-no pour toute l'année 2021. Et en gros, quand on veut rentrer, il faut aller faire une quarantaine dans un hôtel qui est choisi par le gouvernement. Donc il y a très peu d'hôtels, donc il y a très peu de place pour les entrants. Donc les entrants sont choisis sur des critères impérieux, c'est-à-dire on a de la famille malade à visiter, ou bien alors un motif de business extraordinaire. C'est pour ça que vous voyez souvent des stars de Hollywood qui y vont parce qu'ils ont un film à tourner ou quoi que ce soit. Mais le tourisme, c'est non. Ils n'accueillent pas. Et ils ont annoncé récemment qu'ils n'accueilleraient certainement pas de touristes pour toute l'année 2021. Donc, ça veut dire que l'Australie, qui était la prochaine, parce que je fais mon tour du monde en continu, l'Australie, qui était ma prochaine étape, je ne pourrais probablement pas la faire cette année. Il va falloir quand même que je change de continent au bout d'un moment, parce que je ne peux pas passer des années à courir sur l'Europe. Donc, je pense passer directement à l'Amérique du Nord. Donc, l'Amérique du Nord, c'est un peu plus simple pour moi dans la mesure où j'ai déjà mon visa. J'ai un visa de 10 ans pour les États-Unis et je peux aller aussi au Canada. Donc, ça me permet de pouvoir bouger sur le continent. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas y rentrer pour faire du tourisme. Donc, il faut que j'attende de voir que les règles s'assouplissent un peu. Ça sera pas pour l'immédiat, parce qu'on a vu que les États-Unis ont eu des gros problèmes de gestion de la crise. L'Amérique du Sud était aussi un peu bouchée. J'avais choisi comme pays de traverser continent à continent, donc de traverser via le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Pour l'instant, ces pays sont pas vraiment accessibles. En plus, ils ont le variant du Brésil qui commence à rendre la crise de moins en moins gérable. Donc, ça va jouer à l'oreille, encore une fois, on va voir, on va s'adapter. Quand il y aura un continent qui commencera à aller un petit peu mieux, qui commencera à guérir, à accepter un peu les visites, ce sera mon signal pour y aller et pour me lancer. Mais pour l'instant, je peux vraiment pas savoir de quoi 2021 sera fait. C'est encore un peu mystérieux pour moi. Et est-ce que tu envisages peut-être, au vu de cette situation sanitaire et de la complexité des étapes à mettre en place, de faire une pause sur ce projet ou de continuer à courir, mais en optant finalement pour une trace un petit peu différente? C'est une très bonne question. Moi, j'ai vraiment pas envie d'arrêter dans la mesure où j'ai l'impression d'être lancé. En fait, j'ai l'impression d'avoir lancé la machine corps qui court son marathon par jour et qui prend un énorme plaisir à ça. Et en fait, je découvre en étant bloqué entre guillemets en Europe beaucoup plus longtemps que ce que j'attendais. Je découvre que je prends plaisir partout. Même là, j'ai traversé la Belgique. C'était pas du tout dans mon plan. C'était pas une envie particulière que j'avais. Et j'ai été reçu super bien en Belgique et j'ai adoré traverser les Ardennes qui sont magnifiques et que je connaissais pas, même si c'est un terrain très difficile et les conditions étaient rudes, mais j'étais super contente de traverser les Ardennes, ces forêts magnifiques, ces paysages incroyables. J'ai été super contente et je me dis, bah, en fait, ça me force à découvrir autre chose et ça me force à aller au-delà de ce que j'avais planifié sur mon tableau Excel qui était un petit peu ma zone de confort. Donc, tant que je peux continuer à faire ça, j'ai envie de continuer parce que c'est pas du temps perdu, c'est pas des kilomètres perdus, c'est pas de l'effort perdu. Et ça, c'est toujours en adéquation, c'est toujours très pertinent avec mon idée qui était de découvrir le monde. Et en fait, ça me force à aller ailleurs. Et finalement, c'est une contrainte qui commence à me plaire un petit peu, à m'emmener ailleurs, à me faire bouger en me disant, bah tiens, la Belgique, c'est pas très sexy quand même, hein. Eh bah si, la Belgique, c'est vachement sympa. Donc tant que je peux continuer, j'ai envie de dire je continue. Après, bon, comme c'est arrivé au confinement numéro 1 puis numéro 2, j'ai quand même eu 111 jours d'arrêt dans cette première année de course, hein, d'arrêt complet.
Eh bien, si ça doit se reproduire, ça se reproduira. Moi, j'ai pas envie de briser les règles. J'ai envie de faire ça dans le respect des règles. J'ai pas envie d'être un facteur de contamination. J'ai pas envie d'être pointé du doigt. J'ai envie d'être réglo avec ça. Donc, on verra. Alors, durant ces coupures, tu l'évoquais là, ces 111 jours de pause, on continue à courir ou on laisse la poussette de côté? Alors, le premier confinement qui a duré 3 mois, j'ai eu une chance incroyable. J'ai trouvé donc j'étais à Paris et Paris était en confinement total, c'est-à-dire qu'il y avait plus une voiture dans les rues de Paris. Et je me suis dit mais mince, mais quand même, il faut que je m'entretienne ma forme. Et on avait le droit de sortir que 1 heure par jour autour d'1 kilomètre de sa maison. C'était un truc de fou. Je me suis dit mais comment je vais tout perdre? Et en fait, j'ai trouvé un super boulot bénévole, hein, naturellement. Je distribuais des repas dans les rues pour les SDF. Et alors donc, allons-y Charlie, j'ai pris ma poussette et en fait j'allais collecter des repas chez les gens qui les préparaient, chez des citoyens, et je les distribuais dans les rues. Donc je courais toute la journée dans les rues de Paris avec ma poussette à collecter des repas, à les donner aux SDF dans les rues. Et je me faisais comme ça 20, 30 plus kilomètres à vélo parfois, en courant avec la poussette. Et c'était super. Et tous les jours, je me levais avec la banane et j'allais faire déjà un truc qui était utile, ce qui était génial, dans les rues de Paris désertes, en courant, et je maintenais ma forme. Donc ça, le premier confinement, ça a été extraordinaire. Donc, tu as pu optimiser finalement ta forme et garder le rythme. Parce que on peut se dire, une coupure de 111 jours, est-ce qu'on a la faculté de repartir de l'avant? Donc là, tu as pas coupé finalement. C'est ça. Donc la première coupure, c'était 79 jours. Hein. C'était le confinement de mars, avril, mai, jusqu'à début juin. Et la deuxième coupure, je me suis retrouvé. Alors c'était un peu différent. Je me suis retrouvé en Grèce. Donc encore une fois, j'ai trouvé un petit boulot bénévole. J'ai bossé pour une ONG qui s'occupe des migrants. Il y a beaucoup de migrants en Grèce, hein, parce qu'ils arrivent sur les îles, continuent d'arriver d'ailleurs par nombre. Et donc je bossais pour eux. Et alors la manière dont j'entretenais ma forme, c'est que du coup, quand on bosse en tant que bénévole pour une ONG, on a ce qu'on appelle un laissez-passer. Et donc, avec ce laisser-passer, ça veut dire que j'allais en courant au boulot et je revenais du boulot en courant. C'est un peu différent, mais ça me permettait quand même de courir mes 15-20 kilomètres par jour et puis de garder un peu ma forme. Tout en faisant quelque chose d'utile quand même. Oui, voilà, toujours dans l'utilité, comme pendant le premier confinement à Paris. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu drôle à nous livrer de cette expérience et de ces premiers 10 000 kilomètres? Un peu drôle, je sais pas, mais c'est vrai que voilà, je suis souvent en contact. Je fais à peu près une fois par mois en moyenne, je fais une visioconférence avec des enfants des écoles. Et souvent, la manière dont on se prépare un peu, c'est qu'ils vont jeter un petit coup d'œil à mon blog et puis ils relèvent un billet qui leur a bien plu, des photos qui leur a bien plu, et puis on en discute, et puis on se voyage. Et alors, invariablement, le blog qui est le numéro 1 chez les enfants, c'est le blog en Croatie où j'ai sauvé comment on appelle ça, une portée de petits chiots. En fait, je courais au milieu de la campagne, en Croatie, au milieu de nulle part, c'était au mois d'octobre. Et puis tout d'un coup, j'entends un bruit et je me dis, oh, un enfant qui pleure. Je me dis, c'est pas possible, je cours avec une poussette, je suis une femme seule, je vais me retrouver avec un enfant abandonné sur les bras. Donc, je garde la poussette et puis je vais voir, il y avait que des champs autour. Donc, je m'aventure un peu. Et là, je retrouve, à mon étonnement, 6 tout petits chiots, mais qui étaient âgés de 2 ou 3 jours. Ils avaient encore les yeux fermés, les oreilles pas formées, etc. 6 petits chiots éparpillés autour d'une cagette qui avait été visiblement lancée là sur le côté. Donc, j'en fais une petite pile. Ils arrêtent de pleurer. Et je me dis, bah, qu'est-ce que je fais maintenant avec 6 petits chiots sous les bras? Donc, j'ai dégagé tout ce que j'avais dans le panier du dessous de Bob, ma poussette. J'ai mis mon petit manteau polaire en dessous, je les ai tous ramassés et ça m'a pris je sais plus combien de temps. Je courais, et je sonnais à toutes les fermes. Alors en plus on était en Croatie, je parle pas de croate, alors j'étais avec Google Traduction sur mon téléphone pour expliquer c'est pas mes chiots, je les ai trouvés sur le bord de la route, etc. Et effectivement au bout de je sais pas combien de fermes j'ai fait, une dizaine de fermes probablement. Par chance j'ai trouvé cette maison dans laquelle le fils était vétérinaire, qui a fait des pieds et des mains pour appeler tous les vétérinaires du quartier jusqu'à en trouver un qui veulent bien accueillir ces 6 petits chiots. Et voilà, c'était la mission sauvetage de la journée. C'était rigolo. C'est vrai que je vois beaucoup d'animaux sur le bord de la route et puis alors parfois pas toujours en très bon état naturellement. Mais là, d'avoir pu en sauver 6, c'était une anecdote rigolote qui m'a fait chaud au cœur. Et puis encore une fois, c'était l'accueil des Croates superbe et qui ont toujours voulu m'aider, me filer un coup de main. Et voilà, c'était une jolie petite anecdote. Ça reste ta région favorite, hein. Les Balkans restent
au cœur Ah, justement clairement. des émotions que tu as pu vivre vraiment intenses. Alors, ce contact avec les élèves, est-ce que ça te donne l'envie de transmettre, une fois que le voyage sera terminé, que tu auras parcouru les 10 000 autres kilomètres qui te séparent de la fin de ce voyage, même s'il n'y aura peut-être pas une fin, tu continueras peut-être après à voyager. Est-ce que tu as des projets d'écriture, de transmission, de conférences par rapport à ce parcours qui est ton parcours de vie actuellement? Alors, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Et c'est vrai qu'il semble y avoir une espèce de logique de, ah, bah, t'as fait un voyage comme ça, donc du coup, après, tu finiras dans le cycle des conférences, d'écrire mon bouquin, de parler de mon aventure, etc. Je sais pas du tout. J'ai pas envie que ça soit une évidence, qui se pose dès maintenant. J'ai envie de laisser les choses se faire. De quoi j'aurais envie quand j'aurai terminé ce tour du monde? Je peux pas le dire. C'est vrai que je dis parfois avec ironie, et ben si j'ai envie de revenir à ma carrière dans la finance, pourquoi pas? C'était pas un métier qui me rendait malheureuse. C'était pas, c'était un métier que j'appréciais aussi. J'aime travailler avec les gens, j'aime travailler en équipe. C'est un truc qui me convenait bien pour ça. Donc, je ne sais pas quelles seront mes envies après ce tour du monde. Et en fait, la manière dont je le gère, pardon, c'est, j'ai pas envie d'y penser dès maintenant. Parce que j'ai envie que ça s'installe naturellement. J'aurais peut-être pas envie de faire des conférences et d'aller parler à 10 000 personnes, de leur expliquer ce que j'ai fait quand j'ai couru. Peut-être que je trouverais que c'était un truc tellement naturel et finalement c'était mon petit voyage à moi. Je sais pas si je sais pas. J'espère avoir envie de le partager. C'est vrai que l'idée d'écrire un livre, euh, alors, c'est difficile parce que j'écris un blog tous les jours. Hein, donc, tous les jours, je fais un petit récit de la journée. C'est quelque chose de complètement différent d'écrire un livre parce que ça partira de ce qui a infusé de tout ce C'est ça, oui. voyage, de tous ces 3 ans. Donc, je peux pas le dire maintenant. Quelle sera la couleur de tout ça, en fait? Ce sera bleu, ce sera rouge, ce sera jaune. Quelle sera l'émotion? Quelle sera l'impression? Là, pour l'instant, tout va bien. C'est le sourire aux lèvres. Voilà, j'adore ce que je fais, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va me tomber dessus encore? J'en sais rien. Et donc, en fait, je préfère, pour l'instant, focaliser toute mon énergie, mon attention et toute mon intelligence émotionnelle à recevoir ce que je vis le plus pleinement, sans avoir à me soucier de ce qui se passera après. Alors, qu'est-ce que tu as appris entre le début du voyage et Marie aujourd'hui, après un an de parcours, de sentiers, de chemins, d'étapes? Quelle est la grande différence et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Alors, grande différence, pas encore pour l'instant. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt je confirme plus ou moins des choses que je savais sur. Bon, on dit, hein, connais-toi toi-même, il faut apprendre ça. Et c'est vrai que je découvre des choses dans le sens, ah tiens, il me semblait bien qu'il y avait un peu de ça. Maintenant, j'en suis convaincu. C'est vrai que j'ai une espèce de, alors comment on dit en français, c'est d'abord un peu têtu, un peu pas borné, j'aime pas le mot borné, mais un peu têtu, un peu entêté, un peu quand elle a une idée en tête, elle va jusqu'au bout, comme un chien avec son os dans sa bouche, comme on dit, dans sa bouche, comme on dit en anglais. Euh, je lâche pas l'affaire, mais je lâche pas l'affaire, pas juste par principe, mais parce que quand je suis convaincu que c'est pour mon bien, que c'est quelque chose qui va me donner des émotions incroyables, qui est quelque chose dont j'ai vraiment besoin pour moi, pour mon développement et pour satisfaire ma curiosité, ben oui, je vais jusqu'au bout, je lâche pas. Et c'est pas juste d'être borné, c'est pas ça. Être borné, c'est au contraire, c'est se mettre des œillères. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, j'enlève ces œillères et ça me permet d'aller beaucoup plus loin parce que je peux y aller en zigzag, je peux y aller en ligne droite, mais j'y vais quelle que soit en fait la trace. Et ça, c'est quelque chose sur mon caractère que je pas que je découvre, mais que je confirme de jour en jour. Et ça m'explique beaucoup de choses aussi sur la manière dont j'ai vécu ma vie jusqu'à présent. Et c'est vrai que je suis pas toujours resté dans les sentiers battus, j'ai pas fait comme il fallait, j'ai pas fait comme tout le monde, mais pour une bonne raison. Et finalement, moi, j'ai toujours été heureuse. Hein. Je suis quelqu'un qui est plutôt assez positif et optimiste de nature. Moi, je me réveille avec la banane tous les jours. C'est pas le cas de tout le monde, et je sais que j'ai beaucoup de chance avec ça. Mais euh, mais voilà. Donc non, non, c'est plus des choses que je confirme jusqu'à présent. J'ai pas fait une grande découverte sur moi-même, genre oh mais tiens, je suis comme ça. Non, non, c'est plutôt ça confirme vraiment qui je suis. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil en dehors des trois que tu as donnés tout à l'heure par rapport aux préparatifs, mais quel conseil si des gens voulaient se lancer dans une aventure
à leur propre niveau, hein. Ça peut être d'aller parcourir pendant une semaine voilà, une distance quelle qu'elle soit ou traverser un pays. Quel conseil tu pourrais donner à ces personnes qui veulent se lancer un défi sur une histoire de vie, sur un parcours qui serait le leur? À ce jour, le seul conseil que je peux donner, le seul conseil qui pour moi m'a été vraiment utile, quelque chose que je me répète jour après jour, c'est vraiment euh, quand on se lance dans un défi qui a un tel impact sur le corps, enfin qui implique le corps autant que mon défi l'implique, c'est d'écouter énormément, d'être à sa propre écoute. Et bon, ça n'empêche pas d'être à l'écoute aussi de son environnement, de regarder ce qui se passe autour de soi, mais il faut considérer tous les messages que le corps vous envoie, à part celui de la fatigue, ne sont pas des messages junk, comme on dit dans sa boîte email. On reçoit des messages qui vont directement en junk et il faut pas les mettre dans la boîte poubelle tout de suite. Il faut tout écouter parce qu'un petit truc dans la cheville, c'est peut-être rien, c'est peut-être un petit inconfort. On dit tiens, ça tire un petit peu sur la cheville. C'est pas grand-chose, c'est du junk, j'oublie. Non, 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 non. Les seuls messages qu'on peut ignorer, c'est la fatigue, parce que le corps a tendance à dire ah je suis fatigué, il faut faire une pause. Bon alors ça c'est vraiment c'est des petites limites qu'on a dans la tête et qu'on peut dépasser très vite. On n'est jamais vraiment fatigué dès qu'on se dit allez tiens, je fais encore 200 mètres et puis je réévalue la situation. Généralement dans 200 mètres c'est passé le petit coup de fatigue. Il y a toujours moyen de passer au-dessus de la fatigue. Par contre, tous les signaux qu'envoie le corps en termes de tiens, là, ça commence à frotter un petit peu, c'est pas normal. Tiens, là, ça commence à tirer un peu, c'est pas normal. Il faut y apporter son attention immédiatement. Et moi, je pense que je dois mon salut en termes de n'avoir aucune blessure, n'avoir aucune douleur, à cette attention que j'y porte en permanence. Je ne laisse rien s'installer, aucun inconfort, rien. Je réévalue, je réajuste toujours. Bon, alors on va tenir compte de ce conseil pour les gens qui veulent se lancer des défis. Alors tu vois, moi si je regarde mes statistiques Strava, c'est 40 kilomètres par semaine. Donc j'en suis loin, hein. Donc et même le premier marathon, mais je vais peut-être tenir compte de ces précieux conseils. Sur quel réseau, sur quel support on peut te retrouver et suivre ta petite balise Argos? Alors, ma petite balise Argos, elle est sur mon site. Donc, mon site, alors, tu pourras peut-être l'écrire, je sais pas, en dessous du podcast. Je mettrai tous les liens. C'est www.l'outil-run.com, l'outil-run.com. Donc là, on trouve tout. Il y a mon billet de blog quotidien, il y a mes photos, il y a l'avancée de ma trace, il y a le lien sur les GPS. Donc, je suis sur Garmin et Strava. C'est downloadé tous les jours sur Garmin et Strava. Il y a le numéro de la journée, l'étape avec le nom de la ville de départ, de la ville d'arrivée. Vous voyez kilomètre par kilomètre comment j'ai avancé. Parfois, je mets des petites photos. Donc ça, c'est Garmin et Strava, c'est public. Ma balise Argos qui permet de me suivre en temps réel, elle est sur mon site. Alors, il y a aussi Facebook. Facebook, je fais un post, disons, toutes les 2 semaines pour mettre une petite note sur l'avancée de mon aventure. C'est pas comme le billet de blog quotidien qu'on retrouve sur mon blog, sur mon site. Et puis parfois Instagram aussi, je mets quelques photos. Donc tout ça, c'est avec l'identifiant l'outil Run ou l'outil Run Around the World. C'est vrai que mon audience était plus anglaise, enfin anglophone, on va dire au début. Mais là, c'est vrai que j'ai traversé beaucoup de pays francophones, donc je m'ajuste un petit peu en essayant de rendre accessible aux Français, aux Belges, etc. Bon, je mettrai tous les liens de l'épisode. Et puis, si des auditeurs s'aperçoivent que tu passes dans leur région, on les invite à venir courir à tes côtés pour finir ce marathon ou débuter l'étape. En tout cas, c'est une belle preuve de volonté, d'humanité que tu nous as transmis dans cet épisode. Je te donne rendez-vous dans 10 000 kilomètres. On fera le point sur la fin de ton parcours, du moins celui-là. Après, je pense que tu seras amené à avoir d'autres défis et d'autres projets. En tout cas, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation et merci de cette heure passée en ta compagnie pour évoquer ce projet-là. Merci beaucoup. J'étais vraiment très, très contente de participer à ton podcast et effectivement, rendez-vous dans 10 000 kilomètres, Paris-Tenue. Bon, alors le rendez-vous, il est pris et puis voilà, je te souhaite de pouvoir continuer à courir malgré cette pandémie et que tu puisses changer de continent pour voir d'autres civilisations, d'autres pays. Merci, c'est effectivement le but et j'espère avoir des bonnes nouvelles à communiquer d'ici peu. Bien, je te souhaite un bon séjour et un bon parcours donc au Luxembourg vers d'autres horizons par la suite. Mais en tout cas, merci à toi pour cet échange. Pour les auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast À côté de mes pompes.
J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.